I was pulling this big tree along on a side hill, and those tractors would tip over very easily because the undercarriage was built so high. The level of gravity, they were higher, heavier, not maybe heavier up above, but with that big heavy motor up above. Peut-être que la plus grande distinction de l'homme face au règne animal qui est le sien, c'est les histoires, au sens où elles ont une utilité vitale pour l'homme. C'est-à-dire que sans les histoires, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très probablement, historiquement, sans la capacité à raconter une histoire, eh bien, nous n'aurions pas survécu. Bonjour, je m'appelle Alexandre Zermati et chaque semaine, je vous propose une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, mon invité est le spécialiste de la mise en récit, Adrien Rivière, auteur de Prendre la parole pour marquer les esprits et L'homme est un conteur d'histoire. Adrien va nous expliquer l'importance des histoires depuis le début de l'humanité et les enjeux du storytelling en entreprise, ainsi que les ingrédients d'une belle histoire. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Je m'appelle Adrien Rivière, je travaille sur la prise de parole en public et ce que j'aime bien appeler la mise en récit. En fait, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait une école de commerce, donc j'étais plutôt dédié à me tourner vers des choses comme le marketing, la finance, l'audit ou que sais-je. Et en fait, je me suis pris de passion, un peu par hasard, pour la prise de parole en public et la mise en récit. En tout cas, j'ai vite cristallisé à travers mes premières expériences en stage, par exemple, qu'il y avait un vrai enjeu là-dessus, pour les leaders, pour les dirigeants. Et donc, je me suis peu à peu concentré à travers, au départ, des associations, à travers des travaux un peu personnels sur ces sujets. Et puis finalement, voilà, petit à petit, en courbant mon parcours, et depuis maintenant quasiment 5 ans que je suis sorti d'école, je travaille auprès de dirigeants, auprès d'entreprises sur ces sujets. Donc c'est plutôt arrivé, je dirais, voilà, si je devais post-rationaliser ça, je dirais que c'est plutôt arrivé par une mémoire qui est auditive. C'est-à-dire que j'apprends en formulant et en écoutant les choses. Et donc, lors de mes études, notamment ma classe préparatoire, où il y a énormément de contenu à ingurgiter, je ne faisais aucune fiche et je faisais que mettre en récit les cours et donc les dire à haute voix, les répéter à haute voix. Et je crois qu'au bout de 2 ans, et pour ne pas m'embêter moi-même, j'ai fini par développer un espèce d'attrait pour cette parole, cette mise en texte, cette mise en récit, cette mise en bouche des mots. Et quand je suis rentré en école de commerce, j'ai eu la chance de faire des concours d'éloquence, des interviews, des entretiens d'hommes politiques, de dirigeants, et j'ai adoré ça. Et c'est là vraiment où on m'a encouragé là-dedans. Et puis en mettant le doigt dans cet engrenage, c'est devenu ma passion. L'homme est un conteur d'histoires. En tout cas, chacun d'entre nous, nous ne faisons que raconter des histoires. Quand on vit une journée de travail, une journée même le week-end, ou que les enfants rentrent de l'école, depuis très petit, il n'y a que des histoires. Qu'est-ce qui nous est arrivé, quel problème a surgi, comment on a fait, les péripéties de la réunion, ce qui s'est passé dans la cour de récré, et puis ce soir on regarde un film, et puis on lit un roman. En fait, on ne vit que des histoires. Et donc du coup, aujourd'hui par exemple, et pour les entreprises, il y a une véritable volonté de raconter ce qu'on fait. Et ça a toujours été le cas, mais dans un moment qui est difficile, dans un environnement et un contexte qui est très compliqué, avec des changements partout, des ruptures, des révolutions, il faut aller vite, c'est urgent, d'une crise des talents, la quête de sens, etc. En fait, le meilleur outil de l'homme depuis des millénaires, finalement, c'est ce que moi j'appelle la mise en récit. C'est-à-dire, pour comprendre le monde, c'est-à-dire prendre ensemble, eh bien, le meilleur moyen de le faire, c'est le récit. Et par exemple, vous lisez Paul Ricoeur dans Temps et Récit, les 3 tomes de Temps et Récit. Pourquoi Temps et Récit ? Parce que Paul Ricoeur dit que pour comprendre le monde et que pour que l'homme se comprenne à travers le monde, eh bien, il doit
faire sien ce monde par le récit. Et donc, moi, je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui qui doit être porté par les entreprises et par les dirigeants, parce que les histoires permettent de fédérer, elles permettent de convaincre, elles permettent de favoriser le passage à l'action, elles permettent d'inspirer. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose que malheureusement, peut-être, on a trop souvent perdu. Pour comprendre le monde, il doit faire sien ce monde par le récit. Un bon récit, c'est d'abord d'avoir un thème, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a envie de partager, qui soit extrêmement réfléchi, extrêmement fin, extrêmement précis. C'est-à-dire vraiment se dire finalement, et donc par exemple si on prend un exemple très concret d'une prise de parole qu'on peut faire par exemple en entreprise, c'est finalement qu'est-ce que j'ai envie de partager, c'est-à-dire pourquoi je prends la parole, pourquoi j'ai envie là de prendre la parole, alors à l'oral ou à l'écrit, mais en tout cas finalement qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et la contrainte d'un réalisateur d'un film ou d'un romancier, c'est ça, à la fin, c'est de se dire, finalement, si on devait retenir quelque chose, qu'est-ce que cela serait? Et donc, finalement, de trouver un peu ce grand thème, ce grand message du récit. Et ça, c'est un vrai travail, hein. C'est un travail d'introspection, c'est un travail d'interrogation sur ce qu'on a envie de partager, de convictions qu'on a forgées, de messages que l'entreprise nous dit de partager, etc., etc. Donc ça, c'est un premier travail qu'il faut là réaliser. Et qui est très important. Donc ça, c'est déjà ce qui distingue pas mal de récits, parce qu'il y a plein de récits qui sont très bien, mais qui sont finalement assez superficiels, ou qui sont assez abscons, ou qui sont revus et revus, et donc du coup, on sent bien qu'on n'a pas travaillé la chose très finement. Donc il y a un premier travail qui est très important là-dessus. Et puis, deuxième élément que je peux citer, il y en a beaucoup d'autres, mais deuxième élément, c'est la construction. Il y a par exemple un grand auteur que j'adore sur les récits et que beaucoup de gens connaissent, qui est Joseph Campbell. Donc Joseph Campbell, c'est un grand chercheur américain du milieu du XXe siècle et qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Le héros aux 1001 visages. Et en fait, il dit finalement, si on regarde plein de récits à travers les époques et à travers le monde, c'est-à-dire avec des cultures différentes, avec des points de vue différents, à des moments différents, finalement, la construction, c'est-à-dire l'architecture, est très similaire. Et donc, voilà, il y a un début, une situation initiale, une rupture de la situation initiale, il se passe quelque chose qui fait qu'un héros très identifié, auquel d'ailleurs l'audience va s'identifier, va partir à l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a une rupture et donc, ça nécessite de partir à l'aventure. Et puis on va vivre des étapes, des péripéties, des problèmes, des défis qu'on va surmonter, etc. On va se faire des alliés, on va trouver un mentor qui va nous faire grandir, se découvrir soi-même, et puis on va résoudre le problème. Dans le meilleur des cas, on résout le problème. Et donc ça, cette architecture-là, qui paraît simple, dit comme ça, finalement, au quotidien, dans ses activités, dans ses prises de parole, écrites, orales, en entreprise, dans les associations que l'on mène, etc., c'est pas si simple. Donc, typiquement, voilà, une bonne clé, un bon récit, c'est un récit qui en fait est très très structuré, très travaillé, d'un point de vue de sa construction, de sa formalisation, notamment des idées, de leur progression, etc. Finalement, la construction est très similaire. L'homme est un conteur d'histoire et il faut le comprendre au sens plein, c'est-à-dire que je crois que peut-être que la plus grande distinction de l'homme face au règne animal qui est le sien, c'est les histoires au sens où elles ont une utilité vitale pour l'homme. C'est-à-dire que sans les histoires, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très probablement, historiquement, sans la capacité à raconter une histoire, nous n'aurions pas survécu. Donc, par exemple, pour ceux qui ont lu Harari, qui ont lu Sapiens, voilà, l'angle de Sapiens et de Harari, c'est bien de dire ça, c'est bien de dire que finalement, pourquoi l'homme s'est élevé au sommet de la hiérarchie du règne animal, en fait, c'est grâce à sa capacité de coopération. Et comment y est-il parvenu? À grande échelle, grâce à des mythes, grâce à la capacité à raconter des histoires. Et il y a des choses formidables là-dessus. Et effectivement, on va longtemps partager les histoires de manière orale, et puis à un moment donné dans l'histoire, on va commencer à écrire ces récits, parce qu'on sent bien qu'en réalité, elles commencent à être le fondement de choses qui permettent par exemple la cohésion d'un groupe.
En fait, historiquement, il y a beaucoup de chercheurs français qui ont travaillé là-dessus, et c'est très intéressant d'ailleurs à l'époque moderne et de faire le parallèle avec l'époque moderne, c'est que la cohésion d'un groupe dépend de la puissance de l'histoire qu'il se raconte. Et que cette histoire, elle doit être cohérente, elle doit continuer à se partager au fil des générations, et c'est ça qui fait qu'un groupe va durer dans le temps. Et au tout début, quand les histoires n'étaient pas forcément formalisées, eh bien, le moindre choc extérieur venait disloquer le groupe, qui se séparait, qui retournait d'un côté et de l'autre, etc., etc. Puis à un moment donné, on a bien senti que pour grandir, pour créer une économie, pour se développer, pour commencer à échanger, parce que la démographie, elle aussi, allait de manière croissante, eh bien, le récit a été ce que les chercheurs appellent une colle sociale. C'est-à-dire que la meilleure définition finalement d'un groupe, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le récit, c'est la colle sociale qu'on crée entre nous. Et ça, c'est assez fascinant en fait, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voit un pays comme la France qui est soumis à plein de changements, à plein de révolutions, eh bien, il y a la question du récit qu'on se raconte tous ensemble sur la France, sur d'où elle vient, où elle va, où elle veut aller. Et ça, c'est fascinant en termes de cohésion de groupe. La cohésion d'un groupe dépend de la puissance de l'histoire qu'il se raconte. La question de savoir si effectivement une culture, une nation ou certains individus, de manière innée ou par éducation, seraient de meilleurs conteurs d'histoire est une question très intéressante. Alors, la recherche, à mon sens, et de ce que je sais, ne tranche pas de manière extrêmement ferme sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il est difficile de dire dès la naissance, effectivement, telle personne qui naît aux États-Unis va être un meilleur conteur d'histoire que telle personne qui naît en Asie, parce que déjà la définition de ce qu'est une histoire ou de comment on la raconte selon ces pays diffère. Donc ça, c'est plutôt compliqué. Donc je dirais que c'est difficile de venir circonscrire finalement si les Français, par exemple, sont d'excellents conteurs ou non. Ce que l'on sait, par exemple, si on prend les anglo-saxons, que ce soit les Américains ou les Anglais, par exemple, c'est qu'effectivement, on se rend vite compte dans l'interaction que ce sont des gens qui, a priori notamment à l'oral, ont une capacité à raconter ce qu'ils font, à mettre en récit, et donc pour le coup à faire du storytelling, de manière extrêmement percutante, extrêmement convaincante, avec plutôt une confiance en eux, quelque chose d'assez inspirant, d'assez engagé. Je crois que ça tient surtout à leur mode d'éducation, ça tient aussi effectivement à une culture qui est beaucoup plus orale qu'écrite. Ça c'est vrai. Par exemple, on peut dire que les Français ont construit au fil des siècles, au fil de différents grands événements, une culture qui est beaucoup plus écrite. Et par exemple, c'est au début du XXe siècle, par décret de l'Assemblée nationale, qu'on va supprimer les cours d'éloquence, les cours d'art oratoire, dans les institutions scolaires. Mais ça fait l'objet, on peut le retrouver, où on va dire, non, la France instaure le primat de l'écrit sur l'oral, parce qu'on considère, pour un certain nombre de critères, sur lesquels d'ailleurs on pourrait discuter, mais que l'écrit est quelque chose qu'on doit apporter en priorité aux enfants et que la culture française se transmet d'abord comme ça. Bon, moi qui ai étudié par exemple aux États-Unis, très clairement, le système il est largement basé sur l'oral, très tôt, sur une restitution de, par exemple, ils ont un exercice à l'école primaire qui s'appelle Show and Tell. Donc, ils reviennent de leur week-end et puis ils doivent montrer un objet et puis ils doivent raconter l'histoire dessus. Mais très tôt. Donc forcément, quand on fait ça très tôt, on a beaucoup moins peur, on accepte le regard de l'autre, c'est beaucoup moins stigmatisé qu'en France, et puis donc du coup on acquiert une espèce de facilité à raconter des histoires. Après, une fois qu'on a appris ces codes-là, les Français sont tout aussi bons que les Japonais, qui sont tout aussi bons, à mon avis, que les Chiliens ou n'importe qui. Il suffit de regarder, par exemple, l'industrie cinématographique ou littéraire pour se convaincre que les Français sont d'excellents conteurs d'histoire à travers les siècles, tout comme le cinéma asiatique est foisonnant et génial, etc., etc. Donc, je pense que c'est vraiment une histoire plutôt d'apprentissage des codes dès le plus jeune âge, qui en fait joue énormément.
quotidien, je m'entretiens avec des dirigeants, la plupart du temps, qui effectivement donc, doivent prendre la parole. Le premier problème qui persiste, à ma grande surprise, c'est que souvent on associe l'histoire, la mise en récit, à du superficiel, à quelque chose qui est une couche, un espèce de vernis sur finalement un fond, des arguments, des faits, des données qui sont en réalité l'alpha et l'oméga de ce qu'on doit dire. Donc voilà, moi je suis expert de mon entreprise, de mon sujet, je n'ai pas besoin de raconter une histoire parce que tout est là. Oui, sauf que personne ne lit le rapport du GIEC, donc tout est là, les données sont formidables, mais les 90 pages ou centaines de pages qui sont sorties chaque année ne sont pas lues. Et qu'il y a besoin d'une mise en récit pour, à un moment donné, que l'audience puisse entrer en empathie, mieux comprendre de manière plus concrète, de manière plus visuelle, etc., etc. Donc le premier hiatus, le premier problème qu'il peut y avoir, c'est une association du récit à quelque chose de fugace, de nice to have, etc. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est la première chose. Un excellent récit, c'est du contenu, des arguments, des faits, du factuel, de l'objectif, très bien, mais qui est mêlé avec effectivement une histoire personnelle, des convictions, de l'engagement, des anecdotes qui vont mettre en valeur ce fond. Par exemple, Victor Hugo disait « Mes romans vous les considérez très bien parce que vous trouvez qu'il y a des messages forts, vous trouvez que ça dépeint parfaitement la société de mon temps, etc. Mais les messages ne passent que parce que j'ai travaillé la forme, que parce que chaque phrase doit être magnifique, parce que je crée une histoire avec un héros qui vous emporte et qui vous emmène. S'il n'y a pas ce véhicule-là, mais vous ne lirez pas ce que j'ai à écrire. Et par exemple, pour terminer là-dessus, j'adore cette devise des classiques au XVIIe siècle. Les classiques, c'est Jean de La Fontaine, Racine, Corneille, qui avaient pour devise « plaire et instruire ». Tout est là. La mise en récit se résume à plaire et instruire. Si vous n'arrivez pas à plaire, ça ne sert à rien d'avoir un contenu parce que l'audience ne va même pas être avec vous, elle ne va pas être attentive, elle ne va pas être engagée. Donc il faut effectivement plaire et instruire, d'où les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, vous avez une leçon de vie, une morale, une philosophie formidable, mais pour y arriver, il y a une petite histoire, parce qu'il faut intéresser l'audience, il faut éveiller sa curiosité, etc. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième grand problème, qui est important et qui se retrouve chez beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs ou même de collaborateurs et de personnes en réalité, c'est la capacité à s'engager au-delà des faits. C'est-à-dire que d'habitude, on a une position d'expert, on a une position de sachant, de quelqu'un qui connaît, donc qui travaille énormément, encore une fois, le côté factuel et objectif, mais qui du coup délaisse totalement le côté émotionnel, le côté de la conviction, le côté de pourquoi moi je vois les choses comme ça, pourquoi ça a une importance, pourquoi c'est important à mes yeux, dans mon parcours, dans votre parcours, vous, audience. C'est-à-dire vraiment le lien que l'on peut créer avec les gens, pas simplement sur un plan rationnel et factuel, que les Grecs appelaient le logos, qui a donné logique, le raisonnement logique, mais aussi un lien que les Grecs appelaient le pathos, qui a donné pathétique, mais qui ne veut pas dire pathétique au sens de dramatique, mais pathétique au sens d'émotion. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit de regarder beaucoup de prises de parole en entreprise, par exemple, pour se rendre compte que le côté émotionnel est quand même encore aujourd'hui une difficulté pour nombre d'orateurs et oratrices. Donc ça, par exemple, c'est aussi un problème que je retrouve de manière très prégnante. Et puis ensuite, je peux aussi ajouter et c'est ce que ça reboucle avec ce que je disais au départ, à partir du moment où on considère simplement le storytelling comme un vernis, forcément, on ne se rend pas compte qu'il y a une vraie mécanique, qu'il y a une vraie méthodologie pour créer une histoire. On a simplement l'impression qu'on rajoute une couche très sympathique à avoir pour attirer l'œil, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. En réalité, c'est une vraie mécanique et moi, je dois, au fil de plusieurs sessions, venir travailler cette matière, l'organiser d'une certaine manière pour qu'on maximise l'impact, qu'on maximise la puissance des arguments, etc., etc. Et donc là, les gens découvrent souvent qu'il y a une vraie mécanique de la mise en récit. Et cette mécanique-là, un romancier, un réalisateur est capable de la dérouler, mais un orateur ou une oratrice est rarement en position de se dire « Ah oui, d'accord, l'architecture qui est derrière est en fait très très méthodique et très précise. » Mais les messages ne passent que parce que j'ai travaillé la forme.
les histoires qui ont trait à l'échec, elles sont formidables parce qu'en réalité, on apprend beaucoup plus de nos échecs que de nos réussites. En tout cas, si on prend l'échec, et ça peut être des petits échecs, ça peut être des choses où à un moment donné, dans un projet, on a fait un mauvais choix. C'est pas du tout catastrophique, ça remet pas en question la totalité de son parcours, du projet, etc. Mais savoir en parler, c'est pas facile parce que effectivement, c'est revenir sur une difficulté. Et pourtant, c'est ça qui crée un moyen formidable de lier une relation avec une audience. Quand vous lisez encore une fois un roman, par exemple un roman policier, l'enquêteur il va se tromper, il va suivre de mauvaises pistes, il va faire de mauvaises hypothèses, qu'il va vérifier, etc. Un entrepreneur ou un intrapreneur ou n'importe quel dirigeant, il est dans cette dynamique-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on a une culture qui est la culture de la réussite, du succès, et on a du mal à parler vraiment de ces échecs à cœur ouvert, etc. Et moi, par exemple, dans mon ouvrage « L'homme est un conteur d'histoire », je consacre une partie entière de mon livre, sur les 4 grandes parties, au récit comme moyen aussi d'introspection, de soi-même aller faire ce travail intérieur, de rechercher quelles ont été ces difficultés, pourquoi ces difficultés reviennent de manière récurrente dans ma vie, qu'est-ce qu'elles disent de moi, comment je peux les surmonter. Et ça, c'est effectivement très important. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas un travail qui est encore réalisé de manière structurée dans les entreprises, et que c'est dommage pour bon nombre d'orateurs et oratrices qui pourraient effectivement atterrir sur quelque chose qui est fondamental et qui peut apparaître comme un mot creux mais qui ne l'est pas là, qui est le mot d'authenticité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si un orateur ou une oratrice veut être authentique, dans ce cas-là, il va falloir parler aussi des obstacles, des défis, des choses qui restent à parcourir, des grands échecs, des claques que l'on a pris au cours de son parcours mais qui nous ont fait grandir, et il faut être prêt à ça. Et donc effectivement, c'est à cette condition-là, c'est en concédant aussi des choses qu'on arrive à montrer à l'audience que on chemine aussi. L'histoire, la mise en récit, c'est un cheminement, donc c'est une aventure aussi dans laquelle on se projette. Si un orateur ou une oratrice veut être authentique, dans ce cas-là, il va falloir parler aussi des obstacles, des défis, des choses qui restent à parcourir, des grands échecs, des claques que l'on a pris au cours de son parcours mais qui nous ont fait grandir. Je trouve toujours fascinant qu'on évoque encore le QI comme un moyen de mesurer l'intelligence. Je trouve qu'en 2019, si on regarde les critères du quotient intellectuel, ce fameux QI, je crois qu'en 2019, avec les problématiques que l'on a, avec un monde qui est un monde de mise en réseau, de capacité à créer des liens entre les choses, qui est une capacité à s'hybrider, qui est une capacité à dire tiens, ce que j'ai vu là, dans le domaine artistique ou dans tout autre domaine, je trouve que c'est hyper applicable à ce que je fais, donc comment je fais pour l'importer là-dedans. Tout ça, c'est des choses que le QI est incapable de mesurer, complètement incapable. Et donc je me suis dit à quoi pourrait ressembler un quotient intellectuel narratif, et tout ça pour dire que globalement je trouve que finalement ceux qui racontent des histoires, ceux qui sont capables aujourd'hui de mettre en cohérence le monde, en logique le monde, de le mettre en récit, ils ont une intelligence formidable. Ils ont une intelligence émotionnelle, ils ont une intelligence de rapport au monde, encore une fois d'arriver à le saisir. Ils ont l'intelligence aussi de se dire qu'il y a des choses rationnelles et puis il y a aussi des zones grises. Il y a des choses qui sont aussi du domaine du ressenti, de l'intuition, et de le mettre aussi en avant, et ça c'est formidable. Et ça je pense que c'est très important. Et pourquoi aussi le quotient intellectuel narratif ? Parce que, et ça c'est une anecdote qui est très marrante, il y a des chercheurs récemment c'est des travaux qui datent des années 2010, c'est vraiment très récent, ça a quelques années. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés à des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou des sociétés qui sont des sociétés ou des communautés qui sont, on va dire, de l'ordre de centaines de personnes et de la manière dont elles sont organisées. Et finalement, ils se sont rendus compte que les personnes qui étaient les leaders, entre guillemets, de ces communautés, en tout cas ceux qui étaient identifiés comme étant les chefs de tribus ou ceux à qui on se réfère pour prendre une décision importante, finalement, ce sont toujours les mêmes, ce sont les conteurs d'histoire. Et il y a un article qui est paru, je ne sais plus si c'est dans Nature ou en tout cas dans une grande revue scientifique, qui dit que finalement, il est fort probable que ce soit, depuis la nuit des temps, les conteurs d'histoire qui dirigent le monde. Pareil, très puissant,
très puissant parce que effectivement, ça veut dire qu'il y a une intelligence à raconter des histoires. Et très pragmatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en entreprise, si vous êtes dans une association, dans une organisation publique ou dans tout collectif, en réalité, vous avez beaucoup à parier sur un investissement sur les histoires. C'est-à-dire que mieux vous saurez raconter des histoires, plus vous serez probablement identifié comme celui qui a une vision, qui est capable de convaincre, de fédérer, de passer à l'action. Donc c'est pas anodin finalement quand on y songe en quelques phrases là. Ça veut dire que globalement le meilleur investissement peut-être que peut faire un futur leader, c'est celui de mettre en récit ce qui se passe dans son activité, ses métiers, etc. Il est fort probable que ce soit depuis la nuit des temps les conteurs d'histoire qui dirigent le monde. Le BIC est une histoire. Moi, ce que je dis toujours en entreprise, c'est vous allez être très bon sur vos sujets. Vous allez être expert de vos sujets. Imaginez, vous avez un projet. Votre projet, vous allez travailler jour et nuit dessus. Tout seul, mais parfois avec des équipes. Parfois avec des cabinets qui vont vous accompagner. Parfois avec différentes parties prenantes. Donc, c'est des heures, des centaines d'heures que vous allez accumuler en l'espace de quelques mois. Ça peut être une start-up, un projet en interne, etc. Donc, de toute façon, vous allez avoir plein de données, plein de faits, plein de retours clients, plein d'hypothèses, de tests, d'arguments, d'idées, plein de choses. Ça, c'est top. En revanche, pour pitcher, c'est-à-dire pour présenter de manière synthétique là d'où on vient, là où on en est et quelle est notre vision, il faut un récit. Et là, il faut se projeter dans une histoire et donc du coup, il y a une nécessité à passer de l'un à l'autre, d'un mode très factuel, très tourné vers l'expertise, à un mode de projection. Mais ce que doivent bien comprendre les gens, c'est que c'est pas l'un ou l'autre, ou c'est pas moi je suis ingénieur, je suis expert de mon sujet, donc je veux pas entendre parler des histoires. Parce que c'est ça qui compte. Non, c'est encore une fois, ce sont les deux ensemble. Et de la même manière, celui qui sort d'école de commerce ou le communicant ou j'en sais rien, il doit pas que investir sur l'histoire, embellir la chose, etc. Il doit aussi se nourrir du fond, s'assurer que le fond est juste, pertinent, qu'il correspond à une réalité qu'on a sentie sur un marché, etc., etc. Et effectivement, c'est le travail de beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants aussi, de faire ce lien entre les deux, qui est finalement assez ardu et aujourd'hui encore assez peu développé en entreprise. Des excellents conteurs d'histoire, on en trouve à travers les époques. Je dirais ces dernières années peut-être les plus archétypaux, il y a peut-être Barack Obama qui a été un excellent conteur d'histoire dans la décennie des années 2000, qui a su avec Yes We Can, avec son histoire personnelle, avec sa vision des États-Unis, embarquer et fédérer énormément de monde. Et en tout cas, si on regarde ses discours, il y a des moments et des passages qui en termes d'histoire et de leçons obtenues sont formidables. Vraiment, il y a des choses qui sont, c'est des masterclass de mise en récit, vraiment. Steve Jobs, dans le domaine, évidemment, c'est impensif de le dire, mais a été quand même celui qui a su incarner sa marque, ses innovations d'une manière complètement dingue, à travers encore une fois son histoire. Il y a un discours chez lui qui est formidable, qui est celui de Stanford en 2005, où il prend la parole pendant une quinzaine de minutes sur pourquoi il a créé Apple, quelle est sa vision, pourquoi il le fait, et c'est une vraie histoire et c'est formidable. Donc ça, c'est un exemple en politique, un exemple en entreprise. Les conteurs d'histoire, évidemment, on les rencontre aussi à travers les romans, à travers les films, à travers l'art, et ils sont partout. Et ça, c'est aussi des gens qui arrivent à mettre en récit et faire ressortir des messages forts, et il faut aussi s'en inspirer, ça c'est très important. Et aujourd'hui... oui, il y en a certains, par exemple, je dirais que c'est plus sporadique, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui peuvent être bons. Par exemple, il y a un discours très bon de Emmanuel Faber, donc, qui est PDG de Danone, qu'il a réalisé à HEC en 2016, je crois, en juin 2016, qui dure 9 minutes, qui est une formidable histoire, qui est une histoire personnelle, mais qui est une histoire engageante sur sa vision qu'il a de Danone et ce qu'il souhaite y faire. Donc, par exemple, ça c'est formidable aussi. Donc il y a plein de il y a plein de dirigeants qui arrivent aujourd'hui. Il y aurait
Pascal Desmurger de la Maïf qui met bien en récit les actions qu'il mène, ce qu'il développe et cela fonctionne très bien également. Donc oui, il y a différentes personnes qui fonctionnent très bien, mais même dans d'autres domaines, j'ai pas cité de femmes, ce qui est un tort, donc je vais citer par exemple Emma Watson sur He for She par exemple, ou des initiatives sur l'égalité homme-femme. Typiquement, là, on a aussi un récit très cohérent, très logique. Elle avait fait un discours en 2014 à l'ONU où il y a énormément de chiffres, énormément de données, mais aussi toute son histoire personnelle. De moi, petite, on m'a souvent associé à un garçon, j'avais du caractère, on m'a souvent catégorisé comme un garçon manqué, etc. Donc vous avez du personnel, de l'émotion, mais en même temps, des chiffres factuels, travailler avec l'ONU, etc., etc. Donc pareil, formidable. Et donc Emma Watson est un très bon exemple aussi. Le premier livre qui me vient en tête et qui est très important, c'est celui de Joseph Campbell, Le héros aux 1001 visages. Ça, c'est fondateur. Et c'est fondateur et c'est assez récent. Encore une fois, c'est le milieu du XXe siècle. Donc c'est vraiment lui qui a théorisé, qui a commencé à donner cet élan à énormément de chercheurs sur ce qu'est une histoire, et puis l'idée fondamentale qui est qu'on raconte probablement toujours la même histoire. En tout cas, il y a des similarités d'architecture dans toutes les histoires que l'on ne cesse de partager. Et donc c'est lui qui a lancé le mouvement de la méthodologie finalement d'une bonne histoire. Donc ça c'est génial et c'est fondateur. Il y a aussi un livre que j'aime beaucoup qui est plus pratique, en tout cas qui est plus orienté sur sa pratique au quotidien, à soi qu'on peut avoir de la mise en récit, à l'écrit ou à l'oral. Qui est Ces idées qui collent, ça a été traduit en français par Ces idées qui collent, je crois que c'est Dan Heath qui a écrit ça, en anglais c'est Made to Stick, qui est un formidable ouvrage qui explique finalement quand on veut partager un message et embarquer, et notamment par les récits, quels sont les ingrédients qu'il faut avoir. Donc typiquement il faut être simple, il faut être concret, il faut qu'il y ait de l'émotion, et donc il détaille comme ça 6 grands piliers, mais l'ouvrage est formidable, très clair, très bien fait. Donc ça fonctionne très bien. Et puis après, pour ceux qui voudraient aller, je dirais, soit plus loin, soit vraiment revenir finalement à l'essence de ce qu'est une histoire et toucher du doigt tout ce que ça permet de faire, je pense que les structuralistes comme Roland Barthes, comme Deleuze, comme Foucault, d'un point de vue là très littéraire, philosophique, ont énormément travaillé le sujet, énormément alimenté le sujet, René Girard aussi, et en fait en relisant leurs ouvrages, c'est formidable. Alors on apprend plein d'autres choses, mais c'est formidable de voir à quel point ils ont théorisé le pouvoir des histoires. Ça m'a fasciné de voir à quel point ils ont réussi à toucher du doigt la nécessité des histoires. C'est Roland Barthes qui dit ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de communauté humaine, il n'y a même pas d'hommes et femmes sans histoire. Et il l'explique formidablement bien. Et ça, c'est un truc qui est, je trouve, essentiel à avoir en tête quand on veut utiliser les récits. Et surtout, reconnecter à l'idée selon laquelle le récit n'est pas un vernis. Le storytelling, c'est pas simplement mettre du gloss sur quelque chose. Non, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui nous définit et qui permet de passer à l'action, de convaincre, de fédérer. Je le répète parce que c'est essentiel. Et ce sont ces auteurs-là, des philosophes, des hommes et des femmes d'idées qui ont touché ça du doigt, et ça c'est vraiment à relire. Je pense aujourd'hui c'est vraiment un truc essentiel. Et puis l'idée fondamentale qui est qu'on raconte probablement toujours la même histoire. Le message qui me semble essentiel dans tout ce que l'on fait, et moi je travaille dans des entreprises, dans des organismes publics, dans des associations, dans des écoles, parfois en ZEP, au lycée, parfois à Sciences Po ou à HEC, partout où je suis, ce que je vois et ce qui me semble absolument fondamental, qu'on soit homme, femme, jeune, plus vieux, c'est d'avoir cette volonté de, quand on fait les choses, de raconter pourquoi on les fait comme ça, d'où on vient, de raconter son histoire, à travers tout ce qu'on fait, pour prendre du plaisir, pour se lever le matin, pour continuer à être curieux, pour continuer à vouloir embarquer les gens, à connecter avec eux à un niveau aussi émotionnel, à un niveau inspirationnel, il faut raconter finalement son histoire. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on les voit comme ça, pourquoi ça nous intéresse, pourquoi ça me surprend, pourquoi ça me met en colère. Et je crois que plus les gens se diront et vraiment se convaincront du fait qu'il faut s'engager, au sens vraiment de « je veux raconter mon histoire à travers ce que je fais »,
plus ils seront libérés. Et ça me semble franchement essentiel. Et moi, tous les gens que j'accompagne et qui arrivent à faire ce pas-là, et finalement à se dire, c'est pas si compliqué de parler de soi, ou en tout cas, ça m'aide à mieux parler de ce qui m'anime, finalement, ce sont ceux qui ont ensuite la possibilité d'être épanouis, de monter dans la hiérarchie, d'être convaincus, d'être curieux, d'avancer. Donc voilà, mon message, c'est n'hésitez pas à parler finalement de vous à travers vos projets. C'est là que vous allez créer une super histoire, une super mise en récit. Et vous savez quoi ? L'audience va adorer. Je remercie Adrien de s'être prêté au jeu et je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.